Le Rassemblement national et ses alliés sont arrivés en tête du premier tour des élections législatives et semblent aux portes du pouvoir. Alors dimanche soir, le nouveau Front populaire ainsi que le camp d'Emmanuel Macron ont lancé des discussions et des déclarations visant à éviter l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Mais alors, quelle est réellement la position de chaque parti et surtout, comment est-ce que tout cela pourrait influencer le vote dimanche? Au-delà de ce sujet-là, on va évidemment voir aussi les dernières informations importantes de cette semaine de campagne décisive. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour aujourd'hui. Alors d'abord, en complément de la vidéo qu'on a publiée dans la nuit de dimanche à lundi, on a désormais les résultats définitifs qui ont été publiés par le ministère de l'Intérieur. Premier enseignement, le Rassemblement national et ses alliés LR ont récolté 33,15% des voix. En seconde position, on retrouve le nouveau Front populaire avec 27,99% des voix. Et enfin, on retrouve ensuite les formations du camp présidentiel réunies sous la bannière Ensemble qui sont troisième avec 20,04% des voix. Si vous voulez le détail de ces résultats, on l'a mis notamment sur notre compte Instagram. Et dans le détail aussi, il faut savoir qu'aux yeux du ministère de l'Intérieur, dans leur décompte, eh bien, le Rassemblement national et ses alliés LR sont deux groupes différents. Et donc, on voit ainsi que le RN seul, les candidats du Rassemblement national seuls, sans les alliés LR venus avec Éric Ciotti, obtiennent 29,25% des voix. Et à noter par ailleurs, pour avoir le contexte déjà sur les résultats définitifs avant de passer à la suite, que ce scrutin il a donc été marqué par une très forte participation. On termine avec 66,71% des électeurs qui sont allés voter. C'est tout simplement un record pour des élections législatives depuis 1997. Par ailleurs, ce que l'on peut noter avec ce premier tour, c'est que 76 députés ont été élus dès le premier tour des législatives. Ils ont donc obtenu plus de 50% des suffrages exprimés. Sur ces 76 députés, il y en a 39 qui appartiennent au Rassemblement national et qui arrivent donc directement à l'Assemblée. On peut par exemple citer Marine Le Pen qui a été élue dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, ou encore Sébastien Chenu, le vice-président du RN, qui a été élu dans la 19e circonscription du Nord. En dehors du RN, c'est notamment 32 députés du nouveau Front populaire qui ont été élus dès le premier tour. On retrouve notamment Manuel Bompard dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, Sébastien Delogu dans la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône, ou encore Mathilde Panot dans la 10e circonscription du Val-de-Marne. Alors, à quoi ressemblent les positions de chaque parti désormais et pourquoi est-ce aussi crucial dans la situation actuelle et le résultat notamment que nous pourrons donc découvrir dimanche soir? Bon, déjà, j'ai conscience de l'avoir rappelé plusieurs fois dans ce format des actus du jour, mais rappelons tout de même en une phrase rapidement le contexte pour saisir l'enjeu. Dans le cas où un parti ou une alliance finit en tête mais obtient moins de 289 députés, donc moins que la majorité absolue, eh bien globalement dans la situation actuelle, il faut dire les choses, ça plonge pas mal le pays dans l'inconnu. Ça dépend du camp qui arrive en tête, ça dépend des éventuelles alliances, donc tout ça, si jamais c'est le cas, on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Par contre, ce que l'on sait en l'occurrence aujourd'hui, c'est que si un parti ou si une alliance obtient une majorité absolue à l'Assemblée nationale, eh bien elle débarque au gouvernement avec un Premier ministre et ses ministres. Mathématiquement, au vu des résultats du premier tour dans les différentes circonscriptions, donc dans les différents territoires, il n'y a que le Rassemblement national et ses alliés qui sont capables éventuellement d'obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale dimanche soir. Sans rentrer dans les détails, pour une majorité absolue, aujourd'hui que ce soit le camp présidentiel ou même le nouveau Front populaire sont trop loin pour y parvenir. Alors face à cela, le camp présidentiel ainsi que l'alliance des partis de gauche du nouveau Front populaire tentent d'empêcher une victoire de l'extrême droite avec une majorité absolue. Les élections législatives se jouent, on le disait, à l'échelle locale et donc dans certaines circonscriptions, donc certains territoires, ce n'est pas 2 mais 3 candidats qui ont réussi à se qualifier pour le second tour, le tout en obtenant suffisamment de voix. C'est ce que l'on appelle donc une situation de triangulaire avec 3 candidats au second tour. Or, une telle situation, elle peut profiter au Rassemblement national. En effet, les électeurs qui souhaitent éventuellement empêcher la victoire du Rassemblement national peut être tiraillé entre voter pour le candidat qu'ils préfèrent ou alors voter pour l'autre candidat le plus à même de terminer devant le Rassemblement national dans la circonscription. Et c'est pour cette raison que le camp présidentiel ainsi que le nouveau Front populaire ont déclaré que si l'un de leurs candidats était en 3e place dans une triangulaire, donc était le 3e candidat qualifié au second tour, mais le candidat avec le moins de voix dans la circonscription, eh bien
africain, il devait se retirer et laisser l'autre candidat qui est face au RN. En France, nous irons dans 1 heure faire le tour de quelques capitales européennes, mais d'abord on s'arrête pendant un quart d'heure sur le continent africain. Comment la nouvelle donne est-elle perçue? Quels effets pour les relations franco-africaines? On s'arrête dans un instant avec vous, Myriam Amlal, sur un cas très concret, celui de l'Algérie. Mais d'abord, bonjour Stéphane Ballon, vous nous avez rejoint également sur ce plateau. Comment, globalement, quelle tonalité retrouve-t-on dans les médias africains? Écoutez, c'est très partagé. Alors, il faut faire la distinction entre le traitement que les médias africains ont réservé à cette actualité française. Et là-dessus, disons qu'il n'y a pas eu beaucoup de réactions ce matin, parce que ça s'est passé hier, c'était dimanche, et la plupart des médias avaient presque bouclé. Mais ça fait plusieurs jours déjà que les médias africains en parlaient. Les éditorialistes ont largement commenté la chose. Et puis, d'autre part, vous avez des intellectuels, des politiques africains. Pas plus tard que la semaine dernière, on avait Aminata Traoré sur cette antenne qui en parlait. Donc, alors, ce qui se dégage de manière générale, si vous voulez, ça reste une affaire française. C'est une élection française. De ce point de vue, vous avez, j'allais dire, 2 catégories d'analyse ou 2 catégories de perception. Vous avez, et c'est aussi une question générationnelle, on en parlera, vous avez une partie qui vous disent ça se passe en France, les Français choisissent de confier la direction de leur pays à un parti, le Rassemblement national en l'occurrence. C'est leur affaire. C'est leur affaire. J'écoutais sur RFI ce matin un jeune Sénégalais qui disait « Nous, on a choisi Diomaye Faye. Pourquoi les Français ne choisiraient pas le Rassemblement national ?» On l'entend et on le respecte. Et puis vous avez de l'autre côté, et c'est là où j'évoquais l'aspect générationnel, des intellectuels d'un certain âge, j'allais dire, je ne parle pas de vieux évidemment, mais qui ont un certain attachement à la France parce qu'ils y ont étudié, parce qu'ils ont mené une partie de leur vie dans le pays, qui vous disent c'est impossible, il ne faut pas que le Front National le Rassemblement National arrive au pouvoir parce que c'est un parti, je résume, raciste, et on comprend ce que ça peut vouloir signifier pour la diaspora, des gens comme nous, les Africains, etc. Et je crois que Myriam va en parler beaucoup sur l'Algérie. Absolument. Exactement. Mais il y a quand même un point commun à tout cela. C'est-à-dire, il y a et ça vient de ce que prône le Rassemblement national, la question migratoire, la question vous avez des pays qui ont une diaspora qui est très fortement implantée en France. Le cas du Sénégal, par exemple. On sait que la diaspora a joué un rôle important dans l'élection de Bachir Diomaye Faye. Et vous avez ces pays, il y a cette inquiétude-là qui demeure, quelle que soit la position qu'on a. Et puis, les gens ne sont pas naïfs. Je vais dire que ce soit le Rassemblement national ou Emmanuel Macron qui est, disons-le très clairement, en perte de vitesse sur le continent. Les gens ne se font pas d'illusions que Rassemblement national ou autre parti, ce sont les intérêts de la France qui seront défendus dans les relations qu'on aura menées avec les pays africains. Un mot de l'image des Le Pen. Jean-Marie Le Pen, très connu sur le continent africain. Marine Le Pen, elle est allée souvent ces dernières années sur place. Et ce qui a changé, ce qui a été nouveau, c'est qu'elle a rencontré officiellement les présidents, notamment le président sénégalais. Absolument. Disons que le Rassemblement national, autrefois le Front national, fait un travail depuis quelques années qui aboutit à ce qu'on observe aujourd'hui, qui consiste à dire, en tout cas à commencer à tisser des liens, des relations, d'animer un réseau sur le continent. On l'a vu en 2016, lorsque Jean-Marie Le Pen a été reçu par l'actuel président de la Guinée équatoriale, Obiang Nguema. On l'a vu en 2017, lorsque Marine Le Pen est allée à N'Djamena, où elle a été reçue par Idriss Déby, le défunt père de l'actuel président. Et à cette occasion même, je pense, si je ne dis pas de bêtises, qu'elle avait prononcé un discours, elle avait fait des propositions. Marine Le Pen ne dit pas, parce que je suis souverainiste dans la philosophie, dans la politique que je défends, je vais me retirer de l'Afrique. Non, elle dit, je vais proposer une autre relation aux Africains. Elle a été reçue plus récemment en 2022
ou en 2023, je suis plus très sûr de la date, en tout cas récemment, par Macky Sall au Sénégal. Et souvenez-vous, ça avait provoqué un débat très très animé C'est différent. Ça dit tout. Donc, merci. Tout ça pour dire, je résume rapidement que Marine Le Pen et son parti travaillent justement à rendre leur parti fréquentable et à se donner, j'allais dire, une stature de parti capable de diriger la France et de défendre les intérêts de la France. Voilà la dédiabolisation même Absolument. en Afrique. Prenons la température dans l'un des pays francophones historiquement liés à la France, la Côte d'Ivoire. Bonjour Julia Guggenheim, on vous retrouve en direct d'Abidjan. D'abord, comment est-ce que les expatriés français ont voté dimanche soir ? Eh bien, oui, effectivement, on peut commencer par revenir sur les résultats dans cette 9e circonscription des Français de l'étranger qui couvre l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb. Alors, dans cette circonscription, Karim Ben Cheikh du parti Génération pour le nouveau Front populaire est en ballottage très favorable. Il a emporté 51% des voix. Ce n'est pas suffisant pour lui pour être qualifié dès le premier tour. C'est lié à une participation qui est très faible, que ça soit dans l'ensemble de la circonscription ou en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu plus de 28% de participation. Alors ici, à Abidjan en particulier, il arrive en tête également avec 38% des voix. À sa suite, c'est la candidate de la majorité présidentielle qui, elle, a obtenu 18% des voix et qui est talonnée par la candidate du Rassemblement national avec ses 16% de voix. Donc on le voit, les électeurs français qui se déplacent aux urnes en Côte d'Ivoire sont plutôt ancrés à gauche, mais par ailleurs, je discutais ce matin avec un observateur qui me disait qu'il avait quand même constaté que les Français, que la parole des Français plutôt très conservateurs se libérait de plus en plus et qu'ils assumaient de plus en plus des positions d'extrême droite avec des positions parfois très dures, notamment sur les questions migratoires. Enfin, peut-être qu'on peut dire un mot également sur comment est-ce que ces élections, comment les résultats de ces élections ont été perçus par la diplomatie française ici en Côte d'Ivoire. Eh bien, selon mes informations, il y a quand même, on peut le dire, une grande inquiétude que le gouvernement puisse passer Rassemblement national et sur l'impact que ça pourrait avoir sur la politique étrangère menée par la France, notamment sur les questions de budget, parce que la compétence du budget, c'est une compétence du gouvernement, et puis sur la question politique, les diplomates ont peur que ça soit un petit peu une France qui parle à deux voix, avec une mise en conflit et en concurrence de ce que la France porte en termes de diplomatie africaine. Et les Ivoiriens, Julia, ils se sont intéressés à l'élection et comment est-ce qu'ils ont réagi à ces résultats ? Bien, on peut dire que, je ne sais pas, on a l'impression que ces élections, au niveau des Ivoiriens, je ne sais pas si on peut dire qu'elles ont passionné véritablement. Je regardais ce matin les réseaux sociaux, c'est pas une thématique qui est extrêmement discutée. Pareil, Stéphane Ballong en parlait tout à l'heure, au niveau des unes des journaux, aucun des journaux n'ont fait leur une sur les résultats de ces élections. Par contre, il faut le dire, la classe politique, elle, a suivi de près ces élections et leurs résultats. Alors, il y a des interrogations, d'abord peut-être sur le plan technique, qu'est-ce que ça veut dire, une cohabitation, comment est-ce que ça fonctionnerait si l'Assemblée n'avait qu'une majorité relative. Et puis, pour certains, il y a aussi des inquiétudes, une préoccupation quant à comment est-ce que pourrait se poursuivre la relation bilatérale entre la France et la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui est particulièrement nourrie, mais aussi une inquiétude quant aux ressortissants ivoiriens ou aux binationaux qui vivent actuellement en France et qui pourraient, si le Rassemblement national arrivait au pouvoir, être confronté à plus de difficultés, voire à une forme de racisme. Une figure du camp présidentiel avec laquelle j'ai pu parler ce matin m'a dit que ce vote vient remettre en cause les fondamentaux qui ont prévalu dans l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la France et qu'on pouvait y voir une forme de renonciation de ce que la France a toujours été. Pour autant, il faut dire que ces préoccupations ne sont pas unanimes non plus au sein de la classe politique ivoirienne. Il faut mentionner que certains au sein de la classe politique sont plutôt en phase avec les idées du Rassemblement national, ou tout du moins qu'ils ne voient pas de problème majeur à ce que Jordan Bardella soit Premier ministre pour poursuivre les relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour ce commentaire, Julia Guggenheim en direct d'Abidjan. On s'arrête à présent sur un cas d'école. Que changerait l'arrivée probable de l'extrême
l'extrême droite au pouvoir en France. Dans certains pays, les répercussions pourraient être immédiates et très concrètes. C'est le cas de l'Algérie. Bonjour Myriam Amlal, vous nous avez rejoint. D'abord, comment est-ce que probable de l'extrême droite au pouvoir en France? Dans certains pays, les répercussions pourraient être immédiates et très concrètes. C'est le cas de l'Algérie. Bonjour Myriam Amlal, vous nous avez rejoint. D'abord, comment est-ce que ces législatives sont-elles suivies en Algérie aujourd'hui? Eh ben, il n'y a pas vraiment de différence avec ce que vient de dire Julia à Abidjan et Stéphane il y a quelques instants. Il y a une vraie rupture en fait de cette passion qui faisait qu'il y a quelques années, les gens suivaient l'actualité et la politique française avec beaucoup d'intérêt. Je me souviens avoir été en Algérie en 2007 pour France 24 parce qu'il y avait des élections législatives en Algérie. C'était la période du deuxième tour entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Et que quand je posais la question dans la rue aux gens, alors qu'est-ce que vous pensez de ces élections? Ils me répondaient, oh, on aime bien Ségolène Royal, on n'aime pas trop Nicolas Sarkozy. Moi, je leur posais la question sur les législatives en Algérie. Et eux me répondaient sur la présidentielle française. Eh bien, ça, c'est fini aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle génération. Une génération qui n'a pas vécu la guerre, qui n'a pas cet attachement ou ce poids historique qui s'est détaché de tout cela, parce qu'il y a beaucoup moins de visas aussi pour venir en France. Donc les jeunes se sont tournés vers d'autres pays. On se soigne en Turquie aujourd'hui. On part en vacances en Turquie. On a changé de paradigme. On regarde plus forcément vers la France. Mais peut-être parce que la politique française est moins passionnante aussi. Peut-être aussi. Mais il y a vraiment un désintérêt. Et j'en parlais aussi avec notre correspondante Sarah Sacco il y a quelques années lors du deuxième tour de l'élection présidentielle en France. Et elle me disait, mais les jeunes s'en tamponnent le coquillard pour reprendre une expression familière de ce qui se passe de la politique française. C'est une nouvelle génération qui s'intéresse à autre chose. En revanche, cette question du Rassemblement national suscite quand même un peu d'intérêt en Algérie. Et oui, et il y a des craintes. Absolument. Probablement aussi lié au visa, vous en parliez. Est-ce que l'arrivée de l'extrême droite en France pourrait avoir des répercussions sur le quotidien des Algériens, ceux qui veulent voyager? Alors, ça intéresse beaucoup parce qu'il y a cette question des visas, il y a cette question des OQTF. On sait très bien que si l'Algérie refuse... les obligations de quitter le territoire, voilà, qu'on expulse vers l'Algérie des sans-papiers algériens, eh bien, il y aura une restriction des visas. Il faut dire que l'Algérie a déjà battu des records de refus de visa. Le consulat d'Alger de Annaba avait battu des records il y a quelques années de refus de visa. Donc, c'est pas quelque chose d'inhabituel, j'ai envie de dire. Mais en même temps, ça fait partie des questions que se posent beaucoup d'Algériens parce que l'Algérie est un pays qui ne fait pas partie de la francophonie, mais qui reste francophone. Et les étudiants qui veulent venir étudier choisissent des pays où ils parlent la langue, donc le français, même si ces dernières années, on voit beaucoup d'étudiants en médecine qui vont en Allemagne, qui sont attirés par l'Allemagne, qui sont aidés pour apprendre la langue, etc. Mais la France reste quand même une destination favorite pour faire ses études. Ensuite, il y a d'autres éléments qui inquiètent. D'abord, il y a une forte communauté algérienne en France. 6 millions d'Algériens, c'est beaucoup. Que vont-ils devenir? Vont-ils être mis au banc de la société? Vont-ils subir le racisme? Je vous rappelle quand même qu'il y a des précédents historiques. 1973, les ratonnades, 50 Algériens avaient été tués pendant une période en fin des années 73, notamment dans le sud de la France et autour de Marseille. Il y a eu l'attentat du consulat d'Algérie à Marseille qui a fait 4 morts et 26 blessés. Donc ça reste dans les souvenirs des Algériens. Et d'ailleurs, ça avait provoqué la colère du président de l'époque, Ouali Boumedienne, qui avait arrêté l'immigration, qui avait décidé de cesser l'immigration des Algériens vers la France. Ça avait tendu les relations et il aura fallu l'arrivée au pouvoir de Valéry Giscard d'Estaing pour qu'il y ait de nouveau un réchauffement, et c'était en pleine crise pétrolière. Donc voilà.